Retour sur ce discours du trône, cette fois avec les analystes Tasha Kheredin et Jérémy Gillot. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, d'abord, est-ce qu'on retrouve dans ce discours, vraiment dans le contenu du discours, dans ce qui est les intentions du gouvernement finalement, les vraies priorités, celles qui sont essentielles en ce moment pour les Canadiens? Si vous me posez la question, je vais dire que les priorités qui sont là ne sont pas très différentes de ceux qui ont été articulés pendant la campagne. Priorité de développement, d'accélérer les projets, priorité de coupure d'impôts, priorité, certains cependant qui sont des priorités des conservateurs, c'est-à-dire sur la loi et l'ordre, la réforme du système de bail par exemple, et beaucoup de priorités aussi de discussion avec les États-Unis, de faire tomber les barrières internes, des réponses essentiellement à la crise qu'on vit. Alors, je n'étais pas vraiment surprise par ces promesses-là. C'était plutôt l'introduction du roi que je trouvais était assez émouvant et aussi très pointu envers la Maison-Blanche en affirmant la souveraineté canadienne. Alors, restons là-dessus, justement, c'est un sujet intéressant. Jérémy, est-ce que vous avez ce même sentiment que c'était un message clair, qu'il était adressé aux locataires de la Maison-Blanche, présentons-le comme ça? Absolument. Et quand on regarde la couverture internationale, vous savez, un événement comme celui-là attire aussi les regards et les yeux du monde. Quand on regarde que ce soit The Guardian en Angleterre ou encore le New York Times aux États-Unis, c'est aussi l'élément qui ressort. Cette dernière phrase, vous savez, quand le roi Charles a mentionné que le Canada était fort et libre, il est allé de messages à peine voilés. Et ça, c'est un sujet qui a été très cher aux libéraux pendant la campagne électorale. C'est d'ailleurs le sujet qui a aidé les libéraux à faire ce revirement historique et de combler le déficit de 25 points qu'ils avaient avec les conservateurs au début du mois de janvier. Donc, pas de surprise ici du côté de la relation avec les États-Unis, du côté de la souveraineté canadienne. Comme Tasha l'a mentionné, pour moi, la petite surprise est venue potentiellement de l'ajustement du ton par rapport à des enjeux que les conservateurs avaient réussi à prendre pendant la campagne électorale, notamment la question du logement et la question de la criminalité. C'était un peu étrange d'entendre le roi Charles III parler d'invasion à domicile ou encore de vol de voitures. Et ça, ça s'adressait spécifiquement à la région de Toronto. Oui, ou même de dollars, hein, de dollars canadiens, effectivement. Alors, est-ce que ça aura un impact, ce discours du trône lu par le roi et toute la visite du roi et de la reine Camilla ici au pays, Tasha? Je pense que oui. Je pense que c'est pas seulement un message ou un accueil pour les Canadiens. C'est sûr que il y a certaines tensions avec le Québec que le roi a aussi adressé parce qu'il a spécifiquement mentionné le Québec dans son discours et l'importance du Québec dans l'identité canadienne. Mais je pense que c'est une façon d'affirmer notre différence des États-Unis, de nous rapprocher un peu aussi de nos autres alliés comme l'Angleterre. On oublie que c'est le roi Charles et le roi du Canada aussi. On lui décrit toujours le roi du Royaume-Uni, mais il est le roi aussi du Canada. Et c'est sûr qu'on l'associe avec la Grande-Bretagne. On associe aussi la Grande-Bretagne avec l'Europe et c'est M. Macron. C'est sûr qu'on voit que ces pouvoirs-là, que le Canada, et il a dit, va se rapprocher de ces pouvoirs-là sur le sujet de la défense. Alors, je pense que, oui, les Canadiens regardent ça d'un bon œil généralement. Et on a plus de gens qui appuient la monarchie aujourd'hui qu'on l'avait il y a quelques années à cause du fait que M. Trump représente une menace existentielle. Vous parlez du Québec. Les députés du Bloc québécois ont boudé le discours, n'était pas au Sénat. Est-ce que c'est toujours et c'est pas étonnant, et ça avait été annoncé, est-ce que c'est toujours la posture que le Bloc devrait continuer à avoir, Jérémy? Quand on regarde les intentions de vote et les sondages, on voit clairement que ceux qui sont le plus farouchement opposés à la monarchie, c'est les électeurs du Bloc québécois. Donc, M. Blanchet ne fait que servir ses électeurs quand il fait ça. En même temps, il y a quelque chose de particulier de voir le roi Charles III être à la Chambre des communes. Moi, je salue, je comprends que c'est un exercice de relations publiques qui a été très bien réussi du côté du premier ministre, M. Carney, mais en même temps, je me pose toujours la question, est-ce que c'était vraiment essentiel pour affirmer notre souveraineté? J'ai bien hâte de voir la facture de cette campagne de relations publiques parce que faut pas penser que c'est le roi Charles III qui va
payer de ses poches le voyage qu'il a fait ici. On a eu le droit à tout un cirque royal dans la capitale depuis les derniers 24 heures. Et ça, mais ça coûte cher aux contribuables canadiens. Et c'est là, moi, que le bas blesse. La monarchie, selon les chiffres du Journal de Montréal, a coûté 71 millions de dollars aux contribuables canadiens et québécois dans la dernière année. Donc, c'est toute cette question-là qui revient quand on parle du roi, quand on parle de la monarchie, d'un point de vue canadien. Et la question aussi qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est l'indifférence des Canadiens par rapport au roi Charles. Angus Reid nous montrait que plus environ 80 dépendamment de la province dans laquelle vous vous situez, des Canadiens, c'est un me généralisé par rapport à la monarchie. Donc, je pense que M. Blanchet sert ses électeurs, mais en même temps est représentatif aussi d'une grande partie de la population canadienne qui est indifférent à la monarchie. Bon. Par ailleurs, tout ce qui est énoncé dans ce discours-là, c'est les grandes intentions du gouvernement. Il y avait peu de surprises, effectivement, mais c'est un gouvernement minoritaire et le temps presse. Il reste peu de temps avant la fin de la session et Mark Carney, on l'a vu, s'est engagé fermement, notamment, et avec des dates dans certains cas, le 1er juillet. Est-ce que ce gouvernement va arriver à remplir ses promesses, Tasha? Les promesses qu'il a promis pour le 1er juillet, c'est les coupures d'impôts qu'il va, je pense, réussir à faire. Les conservateurs ne vont pas s'objecter à ça, ainsi que faire tomber les barrières internes. Ça dépend des annonces avec les provinces, des accords avec les provinces, qu'ils travaillent déjà. Alors, je pense que probablement, ça va être réussi, ces deux choses aussi. Le reste, ça va être pour le long terme. Monsieur Carney va être à Kananaskis le 16, je pense, juin. Alors, la session va être même plus courte que 4 semaines. Sa présence ne va pas être à Ottawa tout le temps pour ces 4 semaines-là. Mais c'est vraiment à l'automne, je pense, que l'opposition va commencer à demander des comptes du gouvernement sur les autres priorités. Le fait que Pierre Poilievre ne soit pas en chambre en ce moment, est-ce que ça va changer le ton des débats? Je vais venir à vous, Tasha, mais commençons par Jérémy. C'est sûr que ça change le ton des débats. M. Poilievre est probablement un des membres de l'opposition qui est le plus hargneux, notamment à la période des questions. On l'a vu déjà depuis hier, on sent un ton qui est un peu plus civilisé. Probablement que l'absence du chef conservateur en chambre y est pour beaucoup. Tasha parlait de cet automne, l'opposition risque d'être plus hargneux. C'est sûr que c'est plus facile d'être critique du gouvernement, d'être plus féroce envers le gouvernement quand on a un chef qui est assis avec nous dans la Chambre que quand le chef ne siège pas, parce que là, la réplique des libéraux, elle est simple. D'abord, faites élire votre chef. Après ça, on prendra des conseils peut-être de l'opposition officielle. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça l'aide les libéraux que M. Poilievre ne soit pas encore en Chambre. En même temps, c'est là qu'il est à son meilleur. Tasha, en 20 secondes, vous aurez le mot de la fin là-dessus. Oui, je pense que les libéraux aussi, les conservateurs doivent être un peu gentils avec les libéraux pour qu'ils fassent une élection partielle. M. Carney n'a pas besoin de le faire pour 6 mois. Il a dit qu'il va le faire rapidement, mais je pense que les conservateurs aussi ont un ton un peu plus mollo parce que justement, ils veulent que M. Poilievre rentre dans la Chambre. Oui. Merci, Tasha. Merci à vous deux. Merci. Merci. Au revoir.